Michel, Iliette m'ont demandé de parler un peu sur ces différents systèmes en milieu fermé. Donc, c'est sûr qu'en agriculture urbaine, on entend parler jardin sur le toit, les verticales, les différents systèmes avec des lumières d'ailes, donc beaucoup de systèmes. Sauf que je vais parler beaucoup plus, en fait, faire un tour d'horizon sur les systèmes en milieu fermé. Donc, je vais commencer avec une petite mise en contexte. Je vais présenter les différents systèmes intérieurs, les différents systèmes qu'on a au Québec. Je vais parler des principaux systèmes, les avantages et les inconvénients, les principaux défis. On va parler un peu de la viabilité économique et tout, donc combien ça coûte. Et je vais terminer avec une petite conclusion. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, selon des statistiques de l'ONU, on préconise que d'ici 2050, la population mondiale va augmenter jusqu'à 9,7 milliards. Donc 80% vont être dans les villes. La capacité des terres, par contre, ne progresse que de 2%, alors que la consommation va augmenter jusqu'à 60%. Puis en plus, si on rajoute l'expansion des villes qui piétinent de plus en plus sur les terres agricoles et les changements climatiques, qu'on commence déjà à ressentir l'effet, selon les spécialistes, avec l'agriculture conventionnelle, on n'y arrivera pas à nourrir en fait toute cette population. C'est pour ça que certains spécialistes ont commencé à penser à des nouveaux systèmes, notamment Dixon Pommier, qui est un professeur à l'Université Columbia aux États-Unis, qui a commencé à penser, au début, elle a demandé à ses étudiants, si, mettons, on prend une ville comme New York et on va cultiver tous les toits, on va nourrir combien de monde? Ben, ils sont aperçus finalement, c'est pas beaucoup. Donc, on s'est dit, mettons, si on multiplie les toits, ça veut dire qu'on va y aller à l'intérieur, puis on va faire plusieurs étages, est-ce que ça va augmenter? Est-ce qu'on est capable de nourrir plus de monde? Donc, c'est là que la pensée a démarré, puis il y a les systèmes ont commencé à se développer. Quand on parle des systèmes en culture intérieure, on peut les classer de différentes façons. On peut les classer en fonction de la structure, donc ça peut être dans des bâtiments fermés, ce qu'on voit dans les villes généralement dans des entrepôts abandonnés. Ça peut être dans des serres, mais à plusieurs étages. Mais ça peut être également dans des containers. Il y a beaucoup de systèmes qui se développent surtout dans des containers. On peut les classer aussi en fonction du type de production. Là, on parle de production, comme on sait, là, en hydroponie. Donc, ça peut être soit par inondation, ça peut être en système NFT. Il peut y avoir aussi du goutte à goutte. Ça peut être en système aéroponique avec de la brumisation, mais directement sur la zone racinaire. Mais ça peut être aussi en aquaponie, en mettant des poissons en bas, puis de la végétation en fait, là, des légumes. Puis on va nourrir les poissons vont donner des déjections qui vont nourrir la plante, puis la plante elle va filtrer l'eau qui va rentrer dans le circuit. Donc généralement c'est un circuit fermé. La plupart des systèmes, on parle des circuits fermés, dans la majorité des cas, avec des lumières d'ailes. Donc si vous voyez dans la photo, celle qui est complètement à droite, ça c'est dans un container, mais ça peut être dans un entrepôt comme celle qui est à gauche en haut, mais ça peut être aussi dans des serres. Ça c'est des photos que j'ai prises dans des serres. Ben, il y a de la production normale, mais il y a aussi de la production avec des lumières d'ailes, pour donner plus de lumière. Les cultures qui peuvent y aller dans ces systèmes, là je vois qu'il y a des choses qui sont décalées dans la présentation. Les types de cultures, on parle de beaucoup de cultures, donc on parle de jusqu'à 130 types de cultures qui peuvent y aller dans ces systèmes. Mais dans la majorité des cas, ce qu'on trouve, c'est beaucoup plus des légumes-feuilles. Donc on peut parler basilic, le kale, la laitue, les fines herbes. Il y a aussi de la fraise qui commence à se développer pas mal. Il y a aussi des champignons. D'autres cultures, il peut y en avoir, sauf qu'il faut se questionner sur la viabilité économique. Est-ce que c'est rentable ou pas rentable? Au Québec,
il y a pas mal d'entreprises qui commencent à se développer, au moins qui sont en démarrage. Ça, c'est dans les champignons, par exemple. C'est une entreprise qui a démarré il y a 4 ans, 5 ans de ça. C'est deux filles qui ont essayé de développer un système qui ont commencé dans leur sous-sol, puis finalement, elles ont loué un entrepôt à Hochelaga Maisonneuve, puis elles ont commencé à produire des champignons. Il y a eu beaucoup de problèmes au début, mais la production commence à se stabiliser. Donc, ils ont développé leur recette, puis ce qu'on voit à peu près dans l'image en bas, c'est leur système en entrepôt. La commercialisation, si ça se fait bien, c'est sûr que ça a parfois des petits problèmes techniques, mais dans l'ensemble, ça commence à stabiliser pas mal. Aussi, il y a des entreprises en micro-pousses qui sont aussi à l'intérieur, dans des systèmes aussi, des substrats, parfois juste comme cette entreprise par exemple, c'est des systèmes où ils utilisent juste de l'eau, il n'y a pas de fertilisant dedans, mais il y a également des lumières. Je pense aussi qu'ils sont certifiés biologiques. D'autres entreprises, là on parle de l'aquaponie. Ça c'est une ferme aussi qui a ouvert ses portes en 2016, où ils ont ouvert une ferme aquaponique à Montréal. C'est dans 10 containers que ça a commencé. Ils produisaient de la laitue, puis en bas c'est des poissons. Puis actuellement, je pense qu'ils travaillent avec l'Université Laval pour développer leur système qui va être commercialisé. Donc ça s'appelle l'écosystème alimentaire urbain. Un autre système existant aussi, c'est Eno3B. Ça, c'est une compagnie qui est basée à la Pocatière, qui ont travaillé beaucoup avec le CCTT de la Pocatière, puis l'ITIA également. Leur système, ce qu'on voit dans la photo, c'est un système en fait en plateau, superposé, avec un éclairage optimisé. Je parlais avec le promoteur, eux, ils veulent développer leur système d'éclairage. Donc, ils n'achètent pas des autres compagnies, mais ils veulent développer des systèmes LED optimisés. Il peut y avoir une très haute densité, étant donné que les lumières sont optimisées. Donc, ils peuvent y aller jusqu'à 40 étages, mettons dans un entrepôt de 30 pieds. Puis, les plateaux sont modulables en fonction de la culture. Ils sont en système hydroponique, NFT, ou inondation, mais ils peuvent aussi utiliser du goutte à goutte. Leur système est adapté également à plusieurs cultures. Et ce qu'ils parlent, ils misent vraiment sur l'efficience en termes de main-d'œuvre par l'automatisation des opérations. Le système Gigroux, ça c'est un autre système aussi qu'on en trouve, puis qu'il y a des gens aussi qui s'intéressent au système. Lui, ce n'est pas des plateaux, mais c'est plus en fait une sorte de tour là, qui tourne avec une lumière à l'intérieur, et puis il y a des plantes. Eux, ils fonctionnent avec tout type aussi d'éclairage, donc je pense que c'est adaptable, donc on peut mettre juste une lumière HPS, mais il peut également mettre des LED. Comme on voit dans la deuxième photo, c'est des LED. Ils fonctionnent avec un système de goutte à goutte, avec injection. Leur système est breveté, leur système d'injecteur, donc il injecte exactement la quantité qu'il faut dans la zone racinaire. Donc il n'y a pas de renversement sur la culture qui est en bas. Puis je pense aussi qu'ils ont travaillé sur la certification biologique. Donc on fait des substrats généralement, soit la laine de roche ou autre, mais si on veut y aller dans la certification biologique, le promoteur m'a parlé qu'ils ont développé une sorte de substrat qui peuvent être certifiés biologiques. Juste pour vous donner un exemple, en fait, ils m'ont parlé aussi de 120 variétés testées dans leur système. L'entrepôt de 10 000 pieds carrés avec 21 mètres de hauteur, il peut accueillir à peu près 372 machines, ce qui fait 1,5 million de plants par année. Calcul rapide, dans la laitue généralement, je sais qu'on est autour de 70 000 plants par hectare. J'ai fait un petit calcul, 1,5 million divisé par 70 000 plants par hectare, ça nous donne à peu près autour de 21 hectares cultivés sur toute l'année.
Un système à Laval, il a ouvert, ils ont inauguré ce système, cette ferme, ça a été inauguré l'année passée. Donc c'est la boîte maraîchère. Eux aussi, c'est des conteneurs, mais c'est un complexe de conteneurs en fait. C'est 5 conteneurs collés ensemble. Ils cultivent sur des étages. Ils sont aussi en hydroponique avec de l'éclairage LED. Les plantes qui vont à l'intérieur, c'est plus aussi des légumes feuilles, puis ils commencent aussi à s'intéresser à la fraise. D'autres systèmes existants qui sont développés ailleurs, notamment aux États-Unis, donc on parle de ZipGrow, on parle de Freight Farm, Modular Farm, Smart Green, on parle également de QS Greenbox. QS Greenbox, ça c'est une compagnie qui est venue cet été dans la ville de Québec. C'est une compagnie européenne qui sont venus pour exposer leur modèle puis faire un peu de promotion. C'est un conteneur avec un système intégré dedans. Quand on parle également Modular Farm, Smart Green, Freight Farm, également c'est des systèmes en conteneur. Mais quand on parle de ZipGrow, ça c'est des systèmes qui peuvent y aller dans un conteneur comme qu'ils peuvent y aller également dans une serre ou dans un entrepôt. La plupart de ces systèmes, par rapport à ce que j'ai décrit auparavant, c'est des systèmes avec des tours en vertical. Les tours, généralement, ça peut être de 5 à 7 pieds. Il peut y avoir à peu près de 15 jusqu'à 17 plants par tour. Juste pour vous donner une idée, c'est qu'une tour à peu près 17 plants. Un conteneur, ça peut contenir jusqu'à 256 tours. Donc, un conteneur, c'est l'équivalent à peu près d'un hectare de culture. Les avantages et inconvénients de ces systèmes, c'est sûr qu'on parle de la production à l'année. Donc, la plupart parlent de 12 récoltes par année. Étant donné que c'est de la production à l'année, donc il y a de la stabilité dans la livraison. C'est à l'abri des intempéries, donc il n'y a pas de grêle, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de... Puis souvent, c'est sans pesticides. Il y a beaucoup d'économies d'eau, donc on parle de 70 à 90. 90 dans le cas des cultures qui utilisent l'aéroponie. Moins de pollution, la fraîcheur, on présume que ça reste plus longtemps sur les tablettes. La proximité, donc la livraison se fait aussi à proximité. Puis c'est des cultures écologiques. Ce qu'on reproche à ce genre de technologie, c'est qu'on a une gamme très limitée de cultures qui sont économiquement viables. Ce qui amène aussi, c'est que les prix sont un peu plus élevés ou même beaucoup plus élevés que les produits conventionnels, sont moins accessibles pour les familles à faible revenu. Donc si on veut produire des cultures puis les vendre au prix du conventionnel, je dirais on est pas bien parti en fait. Les défis, je parle du démarrage, c'est beaucoup plus le coût. Juste pour vous donner un exemple, c'est le premier défi en fait, c'est le coût, c'est lourdes dépenses en immobilisation. Donc on parle, juste pour vous donner un exemple, selon Bright Agrotech, c'est qu'une ferme intérieure de 1800 pieds carrés coûterait environ 460 000. On parle à peu près de 2500 jusqu'à 3500 dollars par mètre carré, versus 300 dollars pour une serre bien équipée. Environ un tiers de ces dépenses sert à payer les dépenses initiales. Puis quand on parle des entreprises à grande échelle, là on parle des millions. Juste pour vous dire là, certaines statistiques, quand on parle d'une ferme de 50 000 à 70 000 pieds carrés, on parle à peu près de 15 à 25 millions de dollars. Un conteneur, on parle à peu près de 110 000 jusqu'à 150 000, pour vous donner à peu près une idée. Complexité de l'éclairage horticole. Les cultures ne réagissent pas tous à la même intensité d'éclairage. Donc, parfois, ça nous amène aussi, c'est un peu difficile à faire plusieurs cultures dans le même conteneur. Ça se développe. Quand ça a commencé par rapport à maintenant, il y a quand même des améliorations. On parle de 2010 à 2012, les prix des LED a baissé de 24%.
On présume que ça va baisser de 50% d'ici 2020. Ça aussi, c'est un gros... parce que juste pour vous donner une grandeur d'idée, c'est à peu près de 25 à 30% des dépenses dans un système comme ça va directement à l'éclairage. Deuxième défi, c'est les cultures limitées. Comme je vous ai parlé, on ne peut pas faire juste des feuilleux. Là, donc, c'est ça les plantes qui sont rentables. Pourquoi? Parce que le cycle est court et le prix de vente est élevé, mais on ne pense pas faire de l'oignon qui est 90 jours, mettons, ou de la carotte qui est 90 jours. Donc, ça peut y aller dans ce système, mais ce n'est pas rentable. Les maladies, à cause de l'environnement contrôlé, les problèmes phytosanitaires sont inexistants dans ces systèmes, c'est ça qu'on dit, mythe ou réalité. Étant donné que j'ai travaillé dans le dépistage puis le suivi des cultures pendant 12 ans, moi je ne crois pas, tu as de l'humidité, tu as de la chaleur, tu as les conditions idéales, la maladie peut venir de la semence, ça peut venir avec le plant, je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas de maladie. Puis quand on a une maladie dans ces systèmes, essaye de désinfecter tout le système, sortir toutes les cultures. Donc c'est un gros défi. Sauf que souvent, les gens qui viennent en démarrage, qui présentent leur plan d'affaires, il n'y a quasiment pas de maladie, il n'y a pas de problème. On récolte 100% toute l'année, 12 fois par année. Moi je dis il faut prendre ça avec un grain de sel. C'est du vivant en fait là, donc. La main-d'œuvre, ça prend de la main-d'œuvre avec une compréhension approfondie de la biologie des plantes et de la manipulation des données. Puis de la main-d'œuvre aussi avec des connaissances et expériences pertinentes. On ne peut pas mettre n'importe quel travailleur dans un conteneur, puis on lui demande de gérer ça avec des logiciels ou des affaires comme ça. Ça prend de la main-d'œuvre vraiment qui a des connaissances et de l'expérience. Et je présume dans les prochaines années, avec la légalisation du cannabis, que ça va être quand même des cultures qui rapportent beaucoup. Donc déjà, quand on vit un problème de main-d'œuvre, alors qu'avec le développement de la production du cannabis, probablement que ça va absorber un peu plus de main-d'œuvre. Donc ça va être aussi un des défis. Viabilité économique, je ne vous cache pas, j'ai cherché partout pour trouver des données scientifiques étudiées. Mais je me suis arraché un peu les cheveux, là. J'ai été au Japon, puis en Allemagne, mais j'ai jamais trouvé des données scientifiques avec lesquelles on peut sortir avec des résultats, genre un peu par rapport au conventionnel, par rapport en plein champ. Sauf que je me suis dit, je vais prendre un exemple d'une compagnie qui vend un système comme ça aux États-Unis. Puis je vais voir à peu près comment ils calculent pour dire, mettons, qu'on va produire sur 12 mois, combien de tonnes ou des affaires comme ça. Eux, ils prennent un conteneur, ça c'est un conteneur à droite, puis à gauche, c'est un champ. On dit c'est à peu près un acre de culture par année. Une culture, donc une récolte en plein champ, 12 récoltes dans un conteneur, 31 680 pour les litus, c'est des mini-litus en fait, c'est ça que j'ai pris comme exemple. Puis dans ces systèmes, on récolte à peu près 52 000, 75% vendables, alors 93. Jusque-là, je suis à l'aise, ok? Jusque-là, je suis à l'aise. Sauf que quand on parle, au Québec, on ne parle pas d'une culture par année, là. Dans la laitue, encore c'est de la mini-laitue. Donc dans la laitue, on peut y aller 2 cycles de récolte, on peut y aller jusqu'à 3. Il y a des gens, comme cette année par exemple, le climat était clément. C'est sûr que les gens qui sont essayés avec un 3e cycle, ils l'ont récolté le plus normalement possible, puis on parle des laitues comme ça. On ne parle pas des mini-laitues. Donc mini-laitue, le cycle devrait être moins lent. Donc, je présume qu'on peut y aller à 3 récoltes faciles. 12 récoltes, on présume qu'il n'y a pas de problème. Alors que la plupart des gens disent qu'il faut au moins enlever un cycle de production. Donc, on enlève toujours 1 mois sur 12. C'est bon, Liette. Je continue. Ne regardez pas les chiffres. Je vais juste vous montrer quelques petites affaires.
Laitue, on a à peu près 1080 laitues par semaine. Vous voyez rien, hein? OK. Vous regardez. En fait, c'est juste un exemple. Est-ce que vous voyez le 7200 $? Ça, c'est à peu près les coûts. Après, on arrive aussi, les coûts annuels, on parle de 10 400. Donc, le total des coûts, on parle de 17 600. On peut l'arrondir à 18 000, si vous êtes d'accord. On produit à peu près 88 boîtes de laitue par semaine. Si on multiplie par 12,5 $, donc ça nous donne à peu près 1100 $ par semaine. Si on calcule 52 semaines par année, ça nous donne 57 000. Vous n'êtes pas trop perdu? Vous êtes avec moi, d'accord. 57 000, ça c'est le prix, le prix de vente pour un conteneur. Si on enlève le 18 000 qui est les dépenses, selon ce qui est écrit, vous avez un revenu de 39 000 $. OK? Sauf que je regarde, ça prend 15 à 20 heures par semaine de travail dans un conteneur. OK? 15 à 20 heures, si je dis à mon travailleur, je lui donne 20 $ de l'heure, ce qui n'est pas beaucoup, fois 52 semaines, on est à 20 800. Vous êtes d'accord? Si on enlève du 39 000 $, on enlève le 20 800, il va rester quoi? Ben, il va rester à peu près 18 000. Donc, c'est juste pour vous donner, mais vous allez me demander pourquoi il me présente ça. Mais parfois, on a des gens qui arrivent avec des plans de financement, puis il me dit AgroCool en France, ils produisent tant d'hectares, tant de tonnes de fraises dans leur conteneur, mais parce qu'il a regardé un journal ou il a regardé qu'est-ce qui s'est présenté sur le site. Ce que je demande, c'est juste de regarder ça avec un grain de sel. Il y a des données, oui, mais ce n'est pas des données en fait qui sont documentées parfois. Donc, c'est sûr que quand il s'agit d'un producteur ou quelqu'un qui est dans le domaine, ils peuvent probablement comprendre ça facilement. Mais je vous donne un exemple de Freight Farm qui vend des modules aux États-Unis. Il ne parle de 80% des gens qui ont acheté le système n'ont jamais cultivé dans leur vie. OK? C'est 80%. Donc, ces 80%, ils s'investissent, ils achètent un système, mais au bout de la ligne, les mêmes OC Agrotech ne parlent également, c'est que les investisseurs, il y a à peu près 50% qui se plantent au bout de 3 ans. Parce qu'ils n'ont pas calculé bien leurs affaires. Donc, ce que je veux dire ici, ce n'est pas parce que les systèmes ne fonctionnent pas, mais sauf que il y a beaucoup de choses à prendre en considération. C'est du vivant. Ce n'est pas une télé qui vient avec une manette, puis un mode d'emploi, puis tu allumes, puis il y a des chaînes. Il y a des calculs derrière tout ça. Il y a des choses à ajuster en termes de fertilisation, en termes de variété, en termes de... Donc, en conclusion, c'est une nouvelle industrie. Il y a beaucoup de développement actuellement, puis ça va se développer encore. Je n'ai pas de doute. Sauf qu'il y a des lacunes dans le partage d'informations et dans l'expérience des producteurs en démarrage. Quand je vous ai dit, les producteurs n'ont pas tous un background en agriculture. Il y a des difficultés de comparaison dans les nouveaux systèmes par rapport à l'agriculture conventionnelle parce qu'on ne se base pas sur la même chose. On a beau dire que je produis une caisse de 24 laitues, mais les laitues sont genre à 90 grammes. Mais quand on arrive en plein champ, 24 laitues, pour moi, c'est une boîte mettons de 18 livres. Donc, quand on fait le calcul, il faut faire le calcul sur des bonnes bases. Les mécanismes aussi, il y a une méconnaissance des mécanismes de mise en marché et les possibilités de commercialisation par les canaux de distribution traditionnels au sein des systèmes alimentaires urbains. Absence de données scientifiques sur l'utilisation de l'eau, l'énergie, les valeurs nutritives des produits et les besoins en main-d'œuvre. Juste pour vous donner un exemple, on dit ça goûte mieux, ça goûte moins bon par rapport, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui disent, mettons, je fais un projet, puis je prends des cultures, je fais l'analyse nutritive de ces cultures par rapport, mettons, à des plans d'une serre ou d'un champ pour sortir avec quelque chose de... Puis, il manque beaucoup d'informations et d'outils informationnels.
Ce que j'ai présenté ici, c'est 6 axes de recherche sur lesquels l'Université Cornell va travailler dans l'avenir. L'Université Cornell se sont posées toutes les questions. Ce n'est pas moi qui les ai posées, c'est les gens qui ont travaillé avec ces systèmes qui ont posé ces questions. Puis l'Université Cornell, elle a fixé des objectifs. Elle a obtenu, je pense, 2,4 millions de subventions pour travailler sur un projet de 3 ans en partenariat avec beaucoup d'universités et même avec des gens aussi qui développent ces systèmes pour étudier tous ces axes de recherche, notamment les valeurs nutritives, l'utilisation des fertilisants, l'utilisation d'eau, trouver les moyens pour commercialiser ces produits, donc tous ces axes de recherche. Donc j'ai terminé pour ma présentation, je ne sais pas s'il reste du temps pour les questions.